La Lune s'éloigne de nous. En ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, elle glisse un peu plus loin dans l'obscurité. Pas d'un coup, pas de façon visible, mais avec une constance implacable, chaque année, chaque mois, chaque nuit. Et ce n'est pas une théorie, pas une hypothèse discutée dans des revues scientifiques obscures. C'est un fait mesuré avec des lasers, confirmé des milliers de fois depuis plus d'un demi-siècle, prouvé avec une précision qui dépasse celle de la plupart des instruments que l'humanité a jamais construits. Voici la vraie question que tout le monde devrait se poser. Qu'est-ce que cela change ? La Lune n'est pas un simple décor de nuit romantique. Elle est profondément enracinée dans le fonctionnement de notre planète, dans le rythme des océans, dans la stabilité du climat, dans la durée de nos journées, et selon certains chercheurs, dans l'existence même de la vie sur Terre. Si la Lune s'éloigne, quelque chose change. Et si elle disparaissait vraiment, pas en une nuit, pas en 1000 ans, mais à l'échelle du temps géologique, la Terre qui resterait serait une planète que nous ne reconnaîtrions plus. Ce que nous allons explorer ensemble n'est pas une catastrophe imminente. Ce que nous allons explorer, c'est une histoire beaucoup plus étrange. L'histoire d'une Lune née dans une violence cosmique inimaginable, qui s'est lentement éloignée au fil des milliards d'années, transformant notre planète au passage, ralentissant ses journées, calmant ses tempêtes, permettant peut-être à la vie de naître. Et l'histoire de ce qui attend la Terre quand ce grand mécanisme céleste arrivera au bout de sa course. Mais avant de plonger dans cette histoire, si vous appréciez ce genre de voyage au cœur des grandes questions scientifiques, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur j'aime. C'est la meilleure façon de nous aider à continuer d'explorer l'inconnu. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous cette vidéo ? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment ? Et si vous voulez soutenir directement le développement de la chaîne, le lien pour faire un don se trouve dans la description juste en dessous. Commençons par le commencement. Et le commencement de cette histoire est une collision. Il y a environ 4 milliards et demi d'années, le système solaire ressemblait à un chantier de démolition cosmique. Des rochers, des blocs de glace, des protoplanètes fonçaient dans tous les sens, se percutaient, se fragmentaient ou se fusionnaient. La jeune Terre existait à peine. Une boule de roche en fusion, encore instable, sans océan, sans atmosphère respirable, sans rien qui ressemblât à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et quelque part dans ce chaos, une autre planète se formait tranquillement sur une orbite voisine. Cette planète, les scientifiques l'ont appelée Theia, d'après la titanide grecque qui était, dans la mythologie, la mère de Sélénée, déesse de la Lune. C'est un nom qui convient parfaitement, car Theia allait littéralement donner naissance à notre satellite. Theia avait à peu près la taille de Mars. Pas gigantesque, mais substantielle, suffisamment massive pour que sa rencontre avec la Terre ne soit pas une simple collision, mais une catastrophe planétaire totale. L'impact a eu lieu en quelques heures. Theia a percuté la Terre jeune selon un angle oblique, à plusieurs kilomètres par seconde. Les deux corps n'ont pas simplement rebondi, ils ont partiellement fusionné. Le noyau de Theia, principalement composé de fer, a sombré vers le centre de la Terre et s'est amalgamé avec son propre noyau. Mais une quantité colossale de matière, des roches vaporisées, des silicates en fusion, des débris projetés à des vitesses extraordinaires, a été éjectée dans l'espace et s'est mise en orbite autour de la Terre. Imaginez un nuage de rochers et de vapeur tournoyant autour de notre planète, chaud comme le Soleil, dense comme un essaim d'innombrables projectiles. En quelques milliers d'années, une fraction d'instant à l'échelle cosmique, ce disque de débris s'est condensé. La gravité a fait son travail. Les fragments se sont attirés, se sont agglomérés, et la matière a progressivement formé une sphère. La Lune est née. Ce qui rend la Lune remarquable, c'est précisément ce qui révèle son origine violente. Elle est trop grande pour un satellite ordinaire. La grande majorité des planètes de notre système solaire ont des lunes minuscules, des astéroïdes capturés, des cailloux difformes qui gravitent de façon chaotique. Notre Lune, elle, représente environ 1/80e de la masse de la Terre. C'est une proportion gigantesque. Jupiter est des dizaines de fois plus massif que la Terre, et pourtant, aucun de ces nombreux satellites n'atteint une fraction comparable de la masse jovienne. La Lune n'est pas une lune typique. C'est presque une planète jumelle. Et il y a autre chose. La composition isotopique de la Lune et de la Terre est extraordinairement similaire. Quand les astronautes d'Apollo ont ramené des centaines de kilogrammes de roches lunaires, les chercheurs s'attendaient à trouver une signature chimique différente. Après tout, Theia venait d'ailleurs, d'une orbite voisine, mais distincte. Ce qu'ils ont trouvé à la place a déconcerté la communauté scientifique pendant des décennies. La Terre et la Lune semblent presque identiques sur le plan de leurs isotopes d'oxygène et de titane. C'est comme si les deux corps étaient des morceaux du même puzzle. Les modèles les plus récents suggèrent que Theia s'est formée très près de la Terre, probablement dans la même région du système solaire, ce qui expliquerait cette ressemblance chimique frappante. Juste après sa formation, la Lune ne flottait pas là-haut dans le ciel là où vous la voyez ce soir. Elle était beaucoup,
beaucoup plus proche. Sa naissance s'était produite à une distance comparable à une poignée de rayons terrestres, une proximité telle que les forces gravitationnelles entre les deux corps étaient d'une intensité que nous avons aujourd'hui du mal à imaginer. Les marées n'étaient pas des ondulations douces sur des plages de sable, elles étaient des cataclysmes. Et dès le départ, sans que personne ne le comprenne encore, un mécanisme s'était mis en marche. Un mécanisme qui allait, très lentement, sur des milliards d'années, pousser la Lune de plus en plus loin. Ce mécanisme, nous allons l'expliquer. Mais d'abord, voici comment nous l'avons découvert. L'histoire de la découverte de l'éloignement lunaire est l'une des plus belles histoires de la science moderne. Elle commence le 21 juillet 1969 sur la surface de la Lune, dans la mer de la Tranquillité. Buzz Aldrin, quelques heures après que Neil Armstrong eut fait ses premiers pas sur le sol lunaire, dépose avec soin un petit panneau sur le régolithe gris. Ce panneau, à peine plus grand qu'une valise, est couvert de petits prismes de verre, 100 prismes précis, taillés en cubes, faits de silice fondu de la plus haute pureté. Leur nom technique est rétroréflecteur. Leur principe est simple. Quelle que soit la direction d'où arrive la lumière, il la renvoie exactement dans la même direction. Ce dispositif, qu'on appelle le Lunar Laser Ranging Retroreflector, était le fruit d'une idée née quelques années plus tôt dans une université américaine. Un étudiant en doctorat, nommé James Faller, avait imaginé qu'on pourrait mesurer la distance Terre-Lune avec une précision inédite en envoyant un faisceau laser vers la Lune et en chronométrant son aller-retour. La lumière, si rapide qu'elle fait le tour de la Terre en une fraction de seconde, met un peu plus de 2 secondes et demie pour aller jusqu'à la Lune et en revenir. En mesurant ce temps avec une extrême précision, on peut calculer la distance. Quelques jours après la pose du réflecteur par Aldrin, le 1er août 1969, une équipe de l'Observatoire Lick en Californie a pointé un puissant télescope vers la Lune et tiré un faisceau laser rouge. Les mathématiques étaient défavorables. La lumière se disperse en voyage et le faisceau qui quittait la Terre mesurait quelques mètres de diamètre, arrivé à la surface lunaire, étalée sur plusieurs kilomètres. La probabilité que le moindre photon touche le petit panneau de rétroréflecteur était dérisoire. Mais les chercheurs ont attendu, filtré le signal, amplifié, et quelques photons sont revenus. Cette première mesure a changé la science pour toujours. Depuis lors, des observatoires en France, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, ont répété l'expérience des milliers de fois. Les missions Apollo ont laissé 3 panneaux au total, les 2 premiers sur les sites d'Apollo 11 et 14, un troisième, 3 fois plus grand, sur le site d'Apollo 15. Les sondes soviétiques Lunokhod ont également déposé leurs propres réflecteurs. Aujourd'hui, en août 2023, la mission indienne Chandrayaan-3 a ajouté un 6e réflecteur à cette collection. Grâce à 50 ans de mesures répétées, les scientifiques ont pu établir quelque chose d'incontestable. La Lune s'éloigne de la Terre à raison d'environ 3,8 cm par an. C'est la vitesse à laquelle poussent vos ongles. Mais une autre façon de voir les choses. En un siècle, la Lune s'est éloignée de presque 4 mètres. En 1 million d'années, un clin d'œil géologique, elle s'éloigne de 40 km. Et ce processus dure depuis des milliards d'années. La précision de ces mesures est stupéfiante. Aujourd'hui, on peut déterminer la distance Terre-Lune à quelques millimètres près. Pour donner une idée de ce que cela représente, imaginez que vous deviez pointer un fusil de précision sur une pièce de monnaie posée à 3 km de distance. La pièce de monnaie bouge, vous bougez, et vous devez quand même la toucher à chaque tir. C'est exactement le défi que relèvent ces équipes de chercheurs chaque nuit. Ce qu'on ne savait pas encore, c'était pourquoi. Pourquoi la Lune s'éloigne-t-elle ? Quel mécanisme la pousse vers le fond du ciel ? La réponse, quand on la comprend vraiment, est à la fois simple dans ses grandes lignes et profondément contre-intuitive dans ses détails. Tout commence avec les marées. Vous savez ce que sont les marées ? 2 fois par jour, la mer monte et descend sur les côtes du monde entier. Ce mouvement est dû à la gravité de la Lune, qui attire l'eau des océans vers elle. Mais voici ce qu'on explique rarement. La Terre ne répond pas instantanément à cette attraction. Elle tourne sur elle-même plus vite que la Lune ne tourne autour d'elle. Du coup, le bourrelet d'eau formé par l'attraction lunaire, ce gonflement des océans qu'on appelle la bosse de marée, n'est jamais exactement positionné sous la Lune. Il est légèrement en avance, légèrement décalé dans le sens de la rotation terrestre, comme si la Terre essayait de traîner la marée avec elle et n'y arrivait pas tout à fait. Ce décalage crée quelque chose d'étonnant. La bosse de marée, ce renflement d'eau légèrement en avance par rapport à la position de la Lune, exerce elle-même une attraction gravitationnelle sur la Lune. Cette attraction est dirigée vers l'avant, vers là où la Lune va, dans le sens de son orbite. Imaginez quelqu'un qui court devant vous et qui vous tire par le bras en avant. Vous accélérez malgré vous. C'est exactement ce qui arrive à la Lune. La bosse de marée la tire vers l'avant.
lui donne une légère impulsion orbitale supplémentaire. Et voici où la physique devient fascinante. En mécanique orbitale, accélérer un satellite ne le fait pas aller plus vite sur la même orbite. Cela le pousse vers une orbite plus haute, plus éloignée. C'est comme si vous ajoutiez de l'essence à une voiture qui fait le tour d'un circuit, et que la voiture, au lieu d'aller plus vite sur la même piste, montait sur un circuit plus grand. La Lune, légèrement accélérée par l'attraction de la bosse de marée, glisse imperceptiblement vers une orbite plus haute. Chaque jour, un tout petit peu plus loin. Mais l'énergie ne vient de nulle part. Il faut bien que quelque chose la paye. Ce quelque chose, c'est la rotation de la Terre. Entraînant la bosse de marée avec elle, la Terre perd lentement de l'énergie de rotation. Elle ralentit, imperceptiblement, mais inexorablement. La friction de l'eau contre les fonds marins, contre les plateaux continentaux peu profonds, dissipe une partie de cette énergie sous forme de chaleur. Le reste est transféré à la Lune. C'est un échange gravitationnel permanent, silencieux, et d'une précision horlogère. Les physiciens résument cela en 3 mots. Conservation du moment angulaire. L'énergie de rotation du système Terre-Lune ne disparaît pas. Elle se redistribue. La Terre ralentit, la Lune s'éloigne, et le total reste constant. Comme un patineur artistique qui ouvre les bras en tournant, il tourne plus lentement, mais ses bras sont plus loin de son corps. La vitesse de rotation diminue, mais le moment angulaire de ses bras augmente. La Terre est le patineur qui ouvre les bras, et la Lune est les bras qui s'éloignent. Ce mécanisme est d'une efficacité implacable, et il n'a pas commencé hier. Il y a environ 4 milliards d'années, quand la Lune venait à peine de se former dans les décombres de la collision avec Theia, elle gravitait à une distance représentant 1/10 de sa distance actuelle. Le ciel de la jeune Terre était dominé par un disque lunaire qui semblait 2 fois plus grand que notre Soleil d'aujourd'hui. Les marées de l'époque n'avaient rien à voir avec la douceur rythmique que nous connaissons. Ce que subissaient les côtes de la Terre primitive, si tant est qu'on puisse parler de côtes sur une planète encore en partie en fusion, c'était quelque chose de complètement différent. Les marées de l'Archéen, l'ère géologique qui s'étend approximativement de 4 milliards à 2 milliards et demi d'années avant notre ère, étaient des catastrophes périodiques. La Lune, bien plus proche, exerçait une attraction gravitationnelle d'une toute autre ampleur. Les calculs suggèrent que les niveaux marins pouvaient monter de plusieurs dizaines de mètres d'un seul flux, une hauteur de marée que rien dans notre monde actuel ne peut vraiment reproduire. Des vagues titanesques balayaient des continents encore en formation. Les océans primitifs n'avaient pas la tranquillité des eaux bleues que nous imaginons quand nous pensons aux mers primordiales. Ils grondaient, ils montaient, ils martelaient les roches volcaniques noires avec une force colossale. La Terre elle-même tournait à toute vitesse. Les journées duraient 6 heures, pas 24. En un an terrestre actuel, il s'écoulait l'équivalent de 4 années archéennes. Le soleil se levait et se couchait à un rythme effréné. La chaleur alternait avec l'obscurité, 4 fois plus vite qu'aujourd'hui. Les vents qui parcouraient cette planète primitive étaient d'une violence inimaginable. Des tempêtes permanentes, alimentées par la chaleur résiduelle de la formation planétaire et par la rotation ultra rapide d'une sphère qui n'avait pas encore appris à se calmer. Des études de sédiments anciens, de certaines formations rocheuses qui préservent les traces des niveaux marins de l'époque, et d'analyse de stromatolites, ces structures construites par des micro-organismes qui enregistraient les cycles de marée dans leur croissance, permettent aujourd'hui de reconstruire cette histoire avec une précision surprenante. Les coraux, quand ils existaient, comptabilisaient dans leur strie de croissance le nombre de jours par année. Il y a 400 millions d'années, une année contenait environ 400 jours, chacun d'environ 22 heures. Remontez encore plus loin, et les journées raccourcissent, les années s'allongent en nombre de jours, et la Lune se rapproche dans le ciel. Mais voici ce qui est peut-être le plus stupéfiant dans cette histoire. Ce monde brutal, cette Terre assoiffée de vitesse avec sa Lune monstrueusement proche, était peut-être exactement ce dont la vie avait besoin pour naître. Le lien entre la Lune et l'origine de la vie sur Terre est un sujet sur lequel les scientifiques débattent encore, mais plusieurs éléments convergent de façon troublante. Revenons à l'Archéen, il y a près de 4 milliards d'années. La Lune est encore relativement proche, pas autant qu'au moment de sa formation, mais suffisamment proche pour que ces marées soient d'une intensité que nous ne connaissons plus. La Terre tourne vite, très vite. Un cycle de marée complet ne dure que quelques heures, pas 12. Les côtes, ces zones de rencontre entre l'eau et la roche, entre le milieu marin et l'atmosphère, sont inondées et asséchées à une cadence frénétique. Ces zones côtières présentaient des conditions absolument particulières. À marée montante, les eaux de mer diluaient et balayaient tout. À marée descendante, les flaques qui restaient sur les roches chaudes s'évaporaient rapidement, concentrant les molécules qu'elles contenaient. Des molécules organiques, précurseurs d'acides aminés, de nucléotides, les briques élémentaires de tout ce qui deviendra un jour vivant, étaient ainsi alternativement diluées et concentrées
à plusieurs reprises par jour dans des micro-environnements chimiquement très actifs. Le biologiste moléculaire Richard Leif a proposé une hypothèse fascinante. Ce cycle rapide de concentration et de dilution ressemble de façon frappante à une technique de laboratoire utilisée aujourd'hui pour amplifier l'ADN, qu'on appelle la PCR. Dans cette technique, on fait alterner une molécule d'ADN entre des températures élevées et basses pour la dupliquer encore et encore. Dans les bassins de marée de la Terre primitive, la variation de salinité jouait le même rôle. À basse concentration saline, les brins d'acide nucléique se séparaient. À haute concentration, ils se réassociaient avec de nouveaux partenaires moléculaires. Un moteur de duplication chimique, alimenté non pas par l'électricité d'un laboratoire, mais par les marées d'une lune proche. Ce mécanisme ne fonctionnerait que pour un type très particulier de molécules, celles qui s'associent à forte salinité et se dissocient à faible salinité. Les acides nucléiques, l'ARN et l'ADN, les porteurs de l'information génétique chez tous les êtres vivants, répondent exactement à ce critère. Si cette hypothèse est juste, la Lune n'a pas seulement modelé les côtes de la Terre, elle a fourni le battement de cœur qui a permis aux premières molécules d'information de se reproduire. Il ne faut pas surinterpréter cette hypothèse. Elle est séduisante, mais pas définitivement prouvée. D'autres chercheurs pointent vers les sources hydrothermales des fonds marins comme lieu d'origine de la vie, des environnements où les marées lunaires jouent un rôle moindre. Mais il y a une chose que personne ne conteste. Les marées ont profondément façonné l'évolution de la vie sur Terre, bien au-delà de sa simple apparition. Il y a 400 millions d'années, à l'époque dévonienne, les grandes marées qui existaient dans certaines régions du monde auraient peut-être poussé certains poissons osseux à s'aventurer hors de l'eau, isolés dans des flaques côtières par des marées exceptionnellement basses, contraints de développer des adaptations terrestres. Les premiers vertébrés à fouler la terre ferme auraient peut-être dû leur destin évolutif à l'influence gravitationnelle d'une Lune encore relativement proche. Mais la Lune n'a pas seulement contribué à la naissance et à l'évolution de la vie par les marées qu'elle créait. Elle a joué un rôle encore plus fondamental, encore plus subtil, un rôle qui touche à quelque chose de rarement évoqué quand on parle de l'influence lunaire sur notre planète. La Lune est le gyroscope de la Terre. Et sans gyroscope, une toupie ne tourne pas longtemps droit. Pour comprendre ce que cela signifie, imaginez que vous pouvez voir la Terre depuis très loin dans l'espace. Vous la regardez tourner sur elle-même tout en orbitant autour du Soleil. Son axe de rotation, la ligne imaginaire qui relie le pôle Nord au pôle Sud, est incliné d'environ 23,5 degrés par rapport à la verticale de son plan orbital. C'est cette inclinaison qui crée les saisons. Quand l'hémisphère nord est incliné vers le Soleil, c'est l'été là-bas. 6 mois plus tard, c'est l'hémisphère sud qui se rapproche du Soleil. Sans inclinaison, il n'y aurait pas de saison. Avec une inclinaison stable et modérée, les saisons sont prévisibles, régulières, propices à la vie. La question est, pourquoi cette inclinaison reste-t-elle stable ? Les autres planètes rocheuses du système solaire ne bénéficient pas toutes de cette stabilité. Mars, par exemple, est aujourd'hui incliné d'environ 25 degrés, presque identique à la Terre, mais l'axe de Mars vacille. Des simulations numériques montrent que l'inclinaison de Mars a varié entre 0 et 60 degrés au cours des dernières centaines de millions d'années. 0 degré signifie pas de saison du tout, une planète froide et uniforme du pôle à l'équateur. 60 degrés signifie des saisons d'une violence extrême, avec des étés qui font fondre les pôles et des hivers qui ensevelissent l'équateur sous la glace. Une planète dont l'axe vacille ainsi est une planète climatiquement instable, hostile à toute forme de vie complexe qui aurait besoin de millions d'années pour s'adapter. La Terre, grâce à la Lune, évite ce destin. La gravité de la Lune exerce une poussée sur le renflement équatorial de la Terre. Notre planète n'est pas une sphère parfaite, elle est légèrement aplatie au pôle et renflée à l'équateur. Et cette poussée stabilise l'axe de rotation. Sans la Lune, les perturbations gravitationnelles de Jupiter et des autres planètes géantes feraient vaciller l'axe terrestre de façon chaotique. Des simulations conduites par l'astrophysicien Jacques Lascar dans les années 90 ont montré que sans la Lune, l'inclinaison de la Terre pourrait atteindre jusqu'à 85 degrés sur des échelles de temps de quelques millions d'années. 85 degrés. Cela signifierait que les pôles se retrouveraient dans le plan de l'orbite, faisant alterner l'exposition directe au Soleil pendant la moitié de l'année et l'obscurité totale pendant l'autre moitié. Les glaciations et les périodes de chaleur intense se succéderaient selon un rythme chaotique et imprévisible, rendant le développement de la vie complexe infiniment plus difficile. La Lune, en tenant l'axe de la Terre en place, a permis quelque chose d'extraordinaire, la régularité climatique à très long terme. Cette régularité a été le fond de toile sur lequel l'évolution a pu tisser des organismes de plus en plus complexes pendant des centaines de millions d'années. Sans cette stabilité,
chaque grande période d'évolution aurait pu être interrompue par un basculement axial catastrophique. Et il y a une autre dimension de cette influence lunaire, plus concrète et plus quotidienne, que nous avons déjà commencé à effleurer, le ralentissement de la Terre. Les marées lunaires freinent continuellement notre planète, allongeant nos journées. Ce processus a commencé dès la naissance de la Lune, quand les journées duraient 6 heures, et il n'a jamais cessé. Aujourd'hui, nos journées durent 24 heures, 4 fois plus longues qu'aux origines. Et le processus continue, imperceptiblement, mais inexorablement. Ce ralentissement progressif a lui-même eu des conséquences profondes sur la vie. Une planète qui tourne vite génère des vents et des courants océaniques plus violents, une distribution de chaleur différente, une atmosphère plus turbulente. À mesure que la Terre a ralenti, ses tempêtes se sont calmées, ses courants océaniques se sont stabilisés, son climat est devenu plus doux et plus prévisible. Ce grand apaisement millénaire était la conséquence directe de l'éloignement progressif de la Lune et du ralentissement de la rotation terrestre qui l'entraîne. Ce que nous réalisons, en rassemblant tous ces fils, c'est que la Lune et la Terre ont coévolué. Elles ne sont pas indépendantes. La Lune a façonné la Terre autant que la Terre a façonné la Lune. Chaque pas de recul de la Lune a modifié quelque chose sur notre planète. La durée des journées, l'intensité des marées, la stabilité du climat. Et si la Lune continue de s'éloigner, comme elle le fera, ces paramètres continueront de changer. La question est de savoir jusqu'où et avec quelles conséquences. Car la Lune qui s'éloigne ne modifie pas seulement les marées et la durée des journées. Elle touche à quelque chose de plus fondamental encore, la façon dont notre planète se comporte dans le cosmos. L'inclinaison de son axe, la régularité de ses saisons, l'existence même des conditions qui ont permis à des êtres comme nous d'apparaître, tout cela dépend d'une Lune qui reste dans un certain voisinage. Et le voisinage change. Ce lien entre la Lune et la stabilité axiale de la Terre n'est pas qu'une curiosité astronomique. Il est le fondement discret sur lequel repose la structure entière du climat terrestre tel que nous le connaissons, y compris ce phénomène que les scientifiques appellent les cycles de Milankovitch, ces oscillations lentes et régulières qui ont rythmé les ères glaciaires et les périodes chaudes depuis des millions d'années. Voici comment les pièces s'assemblent. L'inclinaison de l'axe terrestre n'est pas parfaitement fixe, même avec la Lune. Elle oscille très lentement entre environ 22 et 24 degrés sur un cycle d'environ 41 000 ans. Quand l'inclinaison est à son maximum, les saisons sont plus extrêmes, les étés plus chauds, les hivers plus rigoureux. Quand elle est à son minimum, les saisons s'atténuent, les étés des hautes latitudes restent frais, la neige ne fond pas complètement, et peu à peu, une couche de glace commence à s'accumuler. Cette couche de glace reflète la lumière du soleil vers l'espace au lieu de l'absorber, ce qui refroidit davantage la planète, ce qui fait s'accumuler encore plus de glace. Une spirale de refroidissement progressive que nous appelons une ère glaciaire. Ces cycles ont conduit aux grandes glaciations du Pléistocène, dont la dernière s'est terminée il y a environ 12 000 ans, libérant l'Europe et l'Amérique du Nord de kilomètres de glace. C'est le mathématicien serbe Milutin Milankovitch qui a formalisé ce lien au début du XXe siècle, calculant à la main, pendant des décennies, comment les variations de l'orbite et de l'axe terrestre influençaient la quantité de rayonnement solaire reçu aux différentes latitudes. Ces tables sont encore utilisées aujourd'hui. Mais ce que Milankovitch n'a pas pu pleinement intégrer dans son travail, c'est le rôle de la Lune comme régulateur de base de ce système. Sans la Lune, les oscillations de l'axe ne se limiteraient pas à ces 2 petits degrés de variation. Elles pourraient atteindre des amplitudes incomparablement plus grandes, rendant les cycles climatiques non plus prévisibles et graduels, mais chaotiques et brutaux. Imaginez un pendule bien réglé qui oscille doucement d'un côté à l'autre avec régularité. Maintenant, imaginez que quelqu'un déconnecte le mécanisme d'amortissement. Le pendule commence à osciller de façon de plus en plus erratique, amplifiant chaque perturbation plutôt que de la corriger. C'est à peu près ce qui arriverait à l'axe terrestre sans la présence stabilisatrice de la Lune. Les glaciations et les périodes chaudes ne se succéderaient plus toutes les dizaines de milliers d'années selon un rythme à peu près prévisible. Elles alterneraient selon des cycles impossibles à anticiper, avec des amplitudes qui pourraient comprimer en quelques millions d'années une variété climatique que la Terre prendrait normalement des centaines de millions d'années à traverser. Ce contexte éclaire d'une lumière nouvelle la question de l'éloignement progressif de la Lune. À mesure qu'elle s'éloigne, la force avec laquelle elle stabilise l'axe terrestre diminue. Très lentement, sur des milliards d'années, la Lune perdra de son emprise sur l'équilibre de notre planète. Les simulations suggèrent que dans quelques milliards d'années, quand la Lune sera assez loin, son effet stabilisateur sur l'axe terrestre commencera à s'éroder de façon significative, ouvrant la porte à des oscillations plus importantes. La Terre deviendra, en quelque sorte, une planète légèrement moins bien tenue en équilibre, un peu plus comme Mars,
qui, sans satellite massif, vacille librement sur des amplitudes considérables. Mais avant d'arriver à ce point, il y a une autre conséquence de l'éloignement lunaire que nous observons déjà, inscrite dans chaque seconde qui passe, dans chaque battement d'horloge atomique que les chercheurs analysent avec soin. Il s'agit du ralentissement de la Terre elle-même. Les horloges atomiques modernes sont des instruments d'une précision vertigineuse. Elles peuvent mesurer le temps avec une exactitude telle qu'elles ne prendraient pas une seconde de retard sur plusieurs centaines de millions d'années. Et ces horloges extraordinaires confirment quelque chose que les fossiles avaient déjà commencé à nous dire. La Terre tourne plus lentement chaque année, imperceptiblement, mais sans jamais s'arrêter. Chaque siècle, un jour terrestre s'allonge d'environ 2 millièmes de seconde. Ce n'est pas grand-chose, c'est l'épaisseur d'un battement d'aile de moustique dans l'échelle du temps. Mais accumuler ce ralentissement sur des millions d'années, et la différence devient saisissante. Les preuves fossilisées de ce ralentissement se lisent dans des endroits surprenants. Certains organismes marins, les coraux notamment, mais aussi certains bivalves, enregistrent dans leurs coquilles et leurs squelettes des stries de croissance quotidienne, hebdomadaire et annuelle, comme les cernes d'un arbre, mais à une résolution bien plus fine. En comptant ces stries dans des fossiles anciens, les paléontologues peuvent déterminer combien de jours comptait une année à l'époque où cet organisme vivait. Puisque la durée de l'année, le temps que met la Terre à boucler une orbite autour du Soleil, ne change pas, un nombre de jours plus élevé par année signifie que chaque jour était plus court. Il y a environ 400 millions d'années, à l'époque dévonienne, les coraux enregistraient environ 400 jours par an, chaque jour ne durant qu'environ 22 heures. Il y a 500 millions d'années, à l'ère cambrienne, une journée était encore plus courte, autour de 21 heures. Et si nous remontons jusqu'à la naissance de la Lune, juste après la collision avec Theia, une journée terrestre ne durait qu'une fraction de ce qu'elle est aujourd'hui. La Terre tournait si vite que si vous aviez pu vous tenir à l'équateur à cette époque, vous auriez été emporté dans l'espace par la force centrifuge, comme une toupie qui tourne à toute vitesse. Pendant des milliards d'années, la friction des marées a lentement, très lentement, fait glisser la Terre vers le rythme posé de 24 heures que nous connaissons aujourd'hui. Ce que cette histoire révèle, c'est quelque chose de presque philosophique. Chacun de nos jours, cette unité de temps si fondamentale que nous organisons notre vie entière autour d'elle, est elle-même un produit de l'histoire gravitationnelle de la Lune. Nos 24 heures ne sont pas une constante cosmique. Elles sont un moment particulier dans un ralentissement qui a commencé il y a des milliards d'années et qui continuera après nous. Nos arrière-petits-enfants vivront des journées légèrement plus longues que les nôtres, de quelques millionièmes de seconde, et leurs propres arrière-petits-enfants encore un peu plus longues. La Lune vole imperceptiblement du temps à chaque génération, des miettes si petites qu'aucune vie humaine ne peut les percevoir, mais qui s'accumulent sur des millions d'années en une différence colossale. Ce processus ne s'est pas déroulé de façon parfaitement linéaire. Des études publiées dans des revues comme Nature Geoscience ont montré qu'il y a eu au moins une période d'environ 1 milliard d'années, parfois appelée le milliard ennuyeux du protérozoïque moyen, où la durée du jour s'est stabilisée autour de 19 heures pendant un temps extraordinairement long, sans progresser. Les scientifiques ont proposé une explication fascinante. Les marées atmosphériques générées par la chaleur du Soleil créaient une poussée sur l'atmosphère terrestre qui contrebalançait exactement le frein des marées océaniques. Un équilibre temporaire entre deux forces antagonistes, figé pendant qu'1 milliard d'années s'écoulait. Et demain, le ralentissement continue. Dans des dizaines de milliards d'années, à condition que la Terre survive jusque-là, ce qui est une autre question, un jour terrestre équivaudrait à environ 47 jours actuels. La Terre montrerait toujours la même face à la Lune, comme la Lune nous montre déjà toujours la même face. Ce serait la fin du processus enclenché il y a 4 milliards et demi d'années. Mais pour comprendre pourquoi ce n'est qu'une moitié de l'histoire, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement le verrouillage par les marées, et pourquoi la Lune nous offre déjà la démonstration parfaite de son résultat final. Regardez la Lune ce soir, regardez-la vraiment. Vous verrez la même chose qu'ont vu tous les humains depuis les premiers qui ont levé les yeux vers le ciel. Les mêmes taches sombres, les mêmes mers de lave solidifiées depuis des milliards d'années. Les astronautes des missions Apollo ont vu depuis la surface lunaire une Terre qui ne bougeait presque pas dans le ciel. Elle pivotait lentement sur elle-même, mais elle restait suspendue à la même place, toujours. Et depuis la Terre, jamais personne n'a vu l'autre côté de la Lune à l'œil nu. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard cosmique. C'est le résultat d'un processus physique précis qui a mis plusieurs centaines de millions d'années à s'accomplir, mais qui, une fois accompli, ne s'est plus jamais défait. Ce processus, c'est le verrouillage gravitationnel. La logique en est la même que celle qui pousse la Lune à s'éloigner. Quand la Lune était jeune et tournait librement sur elle-même, la gravité de la Terre déformait légèrement sa forme, créant sur la roche lunaire des bosses de marée solides, des renforts de masse,
imperceptible à l'échelle humaine, mais réelle. Comme la bosse de marée terrestre est traînée légèrement en avance par la rotation de la Terre, la bosse de marée lunaire était traînée légèrement en avance par la rotation de la Lune. La Terre tirait sur cette bosse décalée, freinant progressivement la rotation propre de la Lune. Pendant des centaines de millions d'années, la Lune a ralenti encore, jusqu'au moment où sa rotation propre est devenue exactement synchronisée avec sa révolution autour de la Terre. À partir de ce moment, les deux mouvements se sont verrouillés, et la même face a regardé la Terre pour l'éternité. Le fait que la Lune ait accompli ce verrouillage relativement rapidement dans l'histoire du système solaire n'a rien d'étonnant. Un corps plus petit répond plus vite aux forces de marée exercées par un corps plus massif, parce que la déformation proportionnelle à sa taille est plus grande. La Lune a été capturée en quelques centaines de millions d'années. La Terre, beaucoup plus massive, met des milliards d'années de plus à ralentir sous l'effet de la Lune, et elle n'aura probablement jamais le temps de terminer ce voyage, pour des raisons que nous allons découvrir. Mais le principe est identique, et le destin à long terme du système, si on le laissait jouer jusqu'à sa conclusion logique, serait une symétrie parfaite, deux mondes se faisant toujours face, chacun regardant l'autre dans les yeux pour l'éternité. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone, ou le verrouillage par les marées. La Lune a été la première à subir ce verrouillage, parce qu'elle est beaucoup plus petite que la Terre, et que la force exercée sur elle, proportionnellement à sa masse, était suffisamment grande pour achever le processus relativement vite, en quelques centaines de millions d'années. La Terre, beaucoup plus massive, sera à son tour soumise au même processus sous l'influence de la Lune, mais à un rythme bien plus lent, parce que l'influence de la Lune sur la Terre est proportionnellement moins forte que l'influence de la Terre sur la Lune. Ce destin, la Terre regardant toujours la même face vers la Lune, semble fantastique, presque incompréhensible à l'échelle de notre vie. Mais des exemples existent dans notre propre système solaire. Pluton et sa lune Charon se regardent en face de façon permanente, chacun montrant toujours la même face à l'autre. Ils ont accompli ce double verrouillage mutuel. C'est le tableau dans lequel la Terre et la Lune seraient figées si on leur laissait assez de temps. Mais voilà où les choses deviennent particulièrement intéressantes. Ce double verrouillage ne représente pas la fin de l'histoire. Une fois que la Terre serait parfaitement verrouillée à la Lune, le Soleil prendrait le relais. Son influence gravitationnelle, plus faible mais permanente, continuerait à exercer une légère friction sur le système. Des modèles récents suggèrent que dans cet état final hypothétique, la Lune serait à environ 1,5 fois sa distance actuelle, et ce jour-là, un jour terrestre et un mois lunaire dureraient exactement la même durée. La Terre montrerait une moitié de sa surface éternellement tournée vers la Lune, dans un crépuscule permanent, tandis que l'autre moitié ne verrait jamais ce compagnon céleste. Ce tableau est fascinant, mais il n'est pas complet, car il suppose que le Soleil reste à l'écart et laisse ce ballet se jouer jusqu'à son terme naturel. Or, le Soleil est lui-même en train de changer, et son évolution future va réécrire complètement le scénario de la fin de cette histoire. Il faut s'arrêter un moment sur ce que signifierait vraiment un double verrouillage pour la vie sur Terre. Dans ce futur hypothétique, où la Terre aurait terminé son verrouillage, un jour durerait autant que plusieurs semaines de notre calendrier actuel. Le Soleil ne se lèverait et ne se coucherait pas en quelques heures. Il traverserait le ciel en semaines. La face de la Terre tournée vers la Lune connaîtrait une lune immobile dans le ciel, une boule lumineuse fixe au-dessus d'un horizon qui ne changerait que selon les saisons. La face de la Terre à l'opposé ne verrait jamais la Lune. Les saisons persisteraient, puisque l'axe terrestre serait toujours légèrement incliné par rapport au plan orbital. Mais le rythme circadien, ce cycle de 24 heures sur lequel est calibrée presque toute la biologie terrestre, serait méconnaissable. Les plantes, les animaux, les micro-organismes qui ont évolué sur des milliards d'années pour synchroniser leur cycle avec une alternance quotidienne rapide de lumière et d'obscurité, se retrouveraient dans un monde où cette alternance prendrait des semaines. Les espèces qui surviendraient à cette transition, si tant est que la vie existe encore, seraient des êtres radicalement différents de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Tout cela, bien sûr, reste du domaine du calcul théorique, parce que le Soleil n'attendra pas. Dans environ 1 milliard d'années, un délai qui peut sembler vaste, mais qui représente à peine 20% de l'âge actuel de notre planète, le Soleil sera déjà notablement plus brillant qu'aujourd'hui. Cette augmentation progressive de luminosité est inévitable. Au fur et à mesure que le Soleil consomme son hydrogène, il compense la perte de masse par une légère contraction de son cœur et une augmentation de température, ce qui augmente son rayonnement. Dans 1 milliard d'années, cette luminosité supplémentaire suffira à chauffer les océans de la Terre au-delà du point où ils peuvent rester stables. L'eau s'évaporera en masse, la vapeur d'eau dans l'atmosphère amplifiera l'effet de serre, et la Terre entrera dans une spirale de réchauffement catastrophique
similaire à ce que Vénus a peut-être connu dans son passé. Dans quelques milliards d'années, notre planète sera une sphère grillée, sans eau liquide, sans vie. Puis, dans environ 5 milliards d'années, le Soleil épuise son carburant hydrogène au cœur et entame sa transformation en géant rouge, un processus qui s'étale sur des centaines de millions d'années supplémentaires avant d'atteindre son apogée. Sans la pression de la fusion pour contrebalancer la gravité, le cœur s'effondre et chauffe davantage, ce qui provoque une fusion dans les couches autour du noyau. Cette énergie colossale souffle les couches extérieures du Soleil vers l'espace. Notre étoile commence à gonfler, elle devient un géant rouge. Et elle s'étend encore, jusqu'à avaler Mercure, puis Vénus, puis, selon les modèles les plus récents publiés dans les meilleures revues astronomiques, la Terre elle-même, environ 7 milliards et demi d'années à partir d'aujourd'hui. Ce destin n'était pas certain il y a quelques décennies. Les astronomes pensaient que la perte de masse du Soleil pendant son expansion ferait reculer son attraction gravitationnelle, permettant à la Terre de s'écarter légèrement vers une orbite plus sûre. Mais des calculs plus précis, tenant compte des effets de friction entre la Terre et les couches externes de l'atmosphère solaire étendue, ont montré que cette fuite n'a pas lieu. La Terre sera absorbée, environ 7 milliards et demi d'années à partir d'aujourd'hui. Et la Lune dans tout cela, elle ne sera pas épargnée. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, une Lune qui continue tranquillement de s'éloigner pendant que le Soleil gonfle, le destin de la Lune sera lié à celui de la Terre d'une façon beaucoup plus brutale. À mesure que le Soleil se dilate et que ses couches externes commencent à interagir gravitationnellement avec la Terre, le Soleil va littéralement freiner la Terre dans son orbite, faisant spiraler notre planète vers l'intérieur. Ce même processus d'interaction gravitationnelle va drainer l'énergie du système Terre-Lune, et la Lune commencera à se rapprocher. Si la Terre survit assez longtemps, ce qui ne semble pas être le cas, la Lune finirait par se rapprocher suffisamment pour franchir une limite critique, au-delà de laquelle les forces de marée de la Terre la déchireraient littéralement en fragments, créant un anneau de débris autour d'une planète mourante. Dans les scénarios où la Terre est absorbée par le Soleil avant ce stade, la Lune partagera simplement le même destin, consumée dans les feux de l'étoile mourante. Ce qui est profondément remarquable dans cette conclusion, c'est que la Lune n'aura jamais atteint son état d'équilibre final. Elle aurait continué de s'éloigner pendant des milliards d'années, mais le Soleil l'aurait rattrapée avant la fin. Le mécanisme enclenché il y a 4 milliards et demi d'années n'aura jamais eu le temps d'aller jusqu'à son terme naturel. La vie de ce système, comme la vie de la plupart des choses dans l'univers, sera interrompue par une force extérieure avant d'atteindre sa conclusion logique. Mais dans l'intervalle, dans ce milliard d'années qui nous sépare du début de la fin des océans, les marées continueront de battre les côtes du monde. Et ces marées seront différentes. Déjà différentes de celles de l'Archéen. Progressivement différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. La marée, pour la plupart d'entre nous, c'est ce rythme discret qui monte et descend sur les plages, qui expose les bassins de rochers et les couvre à nouveau. Mais derrière ce phénomène familier, se cache un des systèmes les plus complexes et les plus biologiquement productifs de la biosphère terrestre. La zone intertidale, cet espace entre la ligne de marée haute et la ligne de marée basse, est l'un des environnements les plus riches en biodiversité sur la planète. Elle ne représente qu'une infime fraction des surfaces marines, mais elle abrite une densité d'espèces et une intensité d'interaction biologique qui n'existe nulle part ailleurs à la même concentration. La raison de cette richesse est précisément la contrainte brutale imposée par les marées. Les espèces qui vivent dans la zone intertidale doivent survivre à des conditions radicalement différentes 2 fois par jour. Submergées et respirant l'eau de mer pendant les hautes eaux, exposées à l'air, au soleil, au gel ou à la chaleur pendant les basses eaux. Cette alternance incessante a produit, au fil de l'évolution, des organismes d'une spécialisation extraordinaire. Les bernacles ferment hermétiquement leurs coquilles pour retenir l'eau de mer. Les étoiles de mer et les oursins se glissent dans les fissures et les bassins de rochers. Les palourdes s'enfouissent. Les crabes courent vers l'eau. Chaque espèce a développé sa stratégie propre pour traverser les quelques heures d'exposition que lui imposent les marées. Cette zone est aussi une pépinière pour une multitude d'espèces marines. Beaucoup de poissons, des espèces exploitées par les pêcheries mondiales, commencent leur vie dans les estuaires et les zones côtières peu profondes, où les marées maintiennent une circulation constante de nutriments. La montée et la descente des eaux brassent les sédiments, remontent les éléments nutritifs des profondeurs vers la surface, créent des gradients de salinité et de température qui favorisent une productivité biologique intense. Les mangroves des zones tropicales ne peuvent exister que là où les marées inondent régulièrement leurs racines entrelacées. Les marais salants, les vasières, les herbiers marins, tous ces habitats côtiers d'une importance capitale pour la biodiversité marine, sont structurés autour de l'alternance marégraphique.
À mesure que la Lune continue de s'éloigner, les marées s'affaibliront progressivement. Ce n'est pas une catastrophe brutale, la diminution est imperceptible à l'échelle d'une vie humaine, même sur plusieurs générations. Mais sur des millions d'années, la baisse sera significative. Une Lune plus lointaine tire l'eau des océans avec moins de force. Les niveaux de marée hauts et bas se rapprochent. La zone intertidale rétrécit. Les estuaires perdent une partie de leur brassage. Les courants côtiers s'affaiblissent. Les espèces adaptées à des cycles de marée de plusieurs mètres de hauteur se retrouveraient dans un environnement où ce cycle se réduit progressivement. Certaines pourraient s'adapter. L'évolution, sur des millions d'années, est d'une plasticité remarquable. D'autres, dont la reproduction, la nutrition ou la survie dépendent étroitement du rythme et de l'amplitude précis des marées actuelles, pourraient disparaître. La zone intertidale ne disparaîtrait pas du jour au lendemain. Elle se contracterait lentement, perdant ses franges hautes et basses, se réduisant à un gradient moins prononcé entre terre et mer. Ce que perdrait la Terre avec des marées plus faibles, c'est un moteur de brassage des nutriments et un laboratoire d'évolution d'une efficacité que rien ne peut vraiment remplacer. Les marées sont l'une des grandes pompes de l'océan, contribuant à maintenir la circulation des nutriments entre les zones côtières peu profondes et l'océan ouvert. Sans ce brassage, certaines zones côtières s'appauvriraient, et derrière cet appauvrissement, la chaîne alimentaire marine s'en trouverait affectée jusqu'à ses niveaux les plus élevés. Il est tentant de voir tout cela comme une catastrophe à venir, mais la vérité est plus nuancée, et d'une certaine façon, plus troublante encore. Ce n'est pas simplement que la Terre perdrait quelque chose de beau ou d'important. C'est que la Lune et ses marées sont si profondément tissées dans le tissu de la biosphère que leur affaiblissement progressif laissera des traces dans tout l'arbre du vivant, des coraux aux oiseaux migrateurs qui font escale dans les vasières pour se nourrir des milliers d'invertébrés qui n'existent que grâce au rythme créé par l'astre argenté. Et il y a quelque chose d'autre que la Lune nous offrira de moins en moins, quelque chose d'une beauté si parfaite et si temporaire que des civilisations entières l'ont contemplée avec stupéfaction depuis des millénaires, quelque chose qui n'existera bientôt plus dans le ciel de la Terre et qui pourtant, pour le moment, nous rappelle à quel point ce compagnon céleste est unique dans l'univers connu. Regardez la Lune lors du prochain clair de nuit, et regardez-la sans la voir simplement comme une lampe dans le ciel. Regardez-la en sachant ce que vous savez maintenant. Ce disque argenté a exactement la même taille apparente que le Soleil. Pas à peu près, exactement. Le Soleil est environ 400 fois plus grand que la Lune, mais il est aussi environ 400 fois plus loin. Cette double coïncidence, ce calibrage parfait, fait que la Lune recouvre le Soleil comme si elle avait été découpée sur mesure pour le masquer, révélant autour d'elle la couronne solaire, ces panaches de gaz incandescents qui ne deviennent visibles que lorsque le disque éblouissant disparaît derrière celui de la Lune. Les éclipses totales de Soleil, ce spectacle où le ciel devient sombre en plein jour, où les étoiles apparaissent en plein après-midi, où les oiseaux rentrent dans leur nid en pensant que la nuit est venue, ne sont possibles que parce que ce calibrage existe. Et ce calibrage, comme tout le reste dans cette histoire, est temporaire. Il y a des centaines de millions d'années, quand la Lune était plus proche, son disque apparent couvrait largement celui du Soleil. Toutes les éclipses étaient totales ou partielles. Il n'y avait pas d'éclipse annulaire, ces éclipses où la Lune, trop petite ou trop loin, laisse apparaître un anneau de feu autour de son disque. C'était une lune qui dominait le Soleil dans le ciel, une lune qui écrasait l'astre du jour de sa présence surdimensionnée. Puis, au fil du recul progressif, les deux disques se sont équilibrés. Nous vivons dans la seule période de l'histoire de la Terre, une fenêtre d'environ 1,5 milliard d'années, où ce calibrage presque parfait existe. Avant nous, la Lune était trop grande. Après nous, elle sera trop petite. Dans environ 600 millions d'années, selon les estimations les plus rigoureuses publiées par des équipes de chercheurs comme celle de la NASA, la Lune aura suffisamment reculé pour que même à son point le plus proche de la Terre, son disque ne puisse plus tout à fait recouvrir le Soleil à son point le plus lointain. Dès ce moment, il n'y aura plus jamais d'éclipse totale de Soleil sur Terre, seulement des éclipses annulaires, ces anneaux de feu moins spectaculaires, et des éclipses partielles. La couronne solaire ne sera plus jamais visible à l'œil nu depuis notre planète. L'un des spectacles les plus saisissants que le ciel terrestre puisse offrir à n'importe quel être vivant sera éteint pour toujours. Ce que cette disparition annoncée nous révèle, c'est que nous vivons dans un moment privilégié d'une façon dont nous avons rarement conscience. Des générations entières de nos ancêtres ont levé les yeux vers des éclipses totales avec terreur, puis avec admiration, puis avec une fascination scientifique croissante. Des civilisations entières ont construit des temples et des calendriers autour de la Lune et de ses éclipses. Et les civilisations qui viendront après nous, dans des centaines de millions d'années, si tant est que quelque chose d'intelligent existe encore sur cette planète, n'auront jamais ce privilège.
Elles regarderont un ciel légèrement différent, avec une lune légèrement plus petite, et n'auront aucune idée de ce que c'est que de voir le soleil s'éteindre en plein jour. Cette idée, que nous sommes les héritiers d'un arrangement cosmique unique et temporaire, touche à quelque chose de profondément biologique, car la Lune n'est pas seulement dans le ciel de la Terre, elle est dans la chair de chaque être vivant qui a jamais habité cette planète. La biologie lunaire, l'étude de la façon dont les organismes se synchronisent avec les cycles de la Lune, est un domaine dont les découvertes des dernières années ont révélé une profondeur insoupçonnée. On savait depuis longtemps que les marées influençaient les comportements animaux dans les zones côtières, mais ce que les biologistes ont découvert en explorant les mécanismes moléculaires de ces comportements dépasse ce que quiconque avait imaginé. La Lune n'agit pas seulement sur les océans, elle a inscrit ses rythmes directement dans l'ADN de centaines d'espèces. Les coraux du grand récif de corail offrent l'exemple le plus spectaculaire. Chaque année, quelques nuits après la pleine lune de novembre ou décembre, avec une précision que les biologistes marins décrivent comme identique à celle d'une horloge, des centaines d'espèces de coraux libèrent simultanément leurs gamètes dans l'eau. Des millions de minuscules paquets d'œufs et de spermatozoïdes montent vers la surface, transformant l'océan en un blizzard vivant de rose, de blanc et de jaune. Ce synchronisme massif, plus de 100 espèces agissant ensemble à la même heure, le même soir, est une nécessité biologique. Ces organismes se reproduisent par fécondation externe. Leurs cellules reproductrices doivent se rencontrer dans l'eau libre, et la seule façon d'y parvenir est que tous les membres d'une même espèce libèrent leurs gamètes au même moment. La Lune est l'horloge commune qui coordonne cet événement à l'échelle d'un récif entier. Ce mécanisme ne repose pas sur une simple réponse à la lumière de la pleine Lune. Des études récentes ont montré que les coraux possèdent une horloge biologique interne, une horloge circalunaire, calée sur un cycle d'environ 29 jours, indépendante de la lumière externe dans une certaine mesure. Des protéines sensibles à la lumière, appelées cryptochromes, semblent jouer un rôle clé dans cette synchronisation, distinguant la lumière douce et froide de la Lune de la lumière intense et chaude du Soleil. La biologie moléculaire de la Lune est en train d'être découverte, et chaque nouvelle étude révèle que l'inscription lunaire dans le vivant est plus profonde que prévu. Les vers polychètes, ces vers marins qui ressemblent à des millipèdes mais vivent dans les sédiments marins, offrent un autre exemple saisissant. Chez le ver Platinereis dumerili, une horloge circalunaire interne règle les cycles de reproduction avec une précision qui peut se maintenir pendant plusieurs cycles, même si l'animal est maintenu dans l'obscurité totale. La Lune est pour ainsi dire gravée dans ses gènes. Les poissons lapins dorés des récifs, Siganus guttatus, présentent des cycles de maturation des gonades calés sur le cycle lunaire, contrôlés par des gènes qui oscillent selon un rythme mensuel, même quand les animaux sont isolés de la lumière nocturne. Et au-delà des espèces marines, les études commencent à documenter des rythmes circalunaires chez des espèces terrestres, des insectes, des oiseaux migrateurs, des mammifères. Ce qui rend cette dimension si vertigineuse en regard de l'éloignement lunaire, c'est que ces horloges biologiques ont été façonnées par un environnement lunaire précis, la Lune telle qu'elle était et telle qu'elle est maintenant. À mesure que la Lune recule, son influence lumineuse sur la Terre change imperceptiblement. Les marées qui rythmaient les cycles des zones côtières s'affaiblissent. La lumière de la pleine Lune, qui guide les comportements nocturnes de centaines d'espèces, restera relativement constante pour l'instant, mais les forces gravitationnelles qui construisaient les bassins de marée diminueront. Sur des millions d'années, les espèces qui dépendent étroitement de ces rythmes précis devront s'adapter ou disparaître. L'évolution suivra, comme elle l'a toujours fait. Mais le monde biologique qui émergera sera différent de celui que nous connaissons, légèrement désynchronisé de sa Lune, légèrement réajusté. L'histoire de la Lune et de la Terre est donc aussi une histoire de la vie elle-même. Mais cette histoire a des variations à travers tout le système solaire, et certaines de ces variations éclairent d'une lumière nouvelle le sort de notre propre couple planétaire. Dans notre système solaire, notre Lune s'éloigne. C'est sa particularité. Mais elle n'est pas la norme. À quelques dizaines de millions de kilomètres de nous, autour de Mars, un autre satellite nous montre ce que peut être le destin d'une Lune soumise à des forces gravitationnelles différentes. Et ce destin est l'opposé exact d'une autre. Phobos, la plus grande des deux lunes de Mars, fait le tour de sa planète en à peine 7h30. C'est plus rapide que Mars ne tourne sur elle-même, ce qui crée une situation exactement inverse de celle de la Terre et de sa Lune. Quand un satellite orbite plus vite que la rotation de sa planète, la bosse de marée qu'il crée sur cette planète se retrouve en retard par rapport à lui et non en avance. La planète ne tire plus la Lune vers l'avant, elle la freine. Et une Lune freinée ne monte pas vers une orbite plus haute, elle descend. Phobos tombe vers Mars.
Chaque siècle, il se rapproche d'environ 2 mètres. À cette cadence, dans environ 20 à 50 millions d'années, Phobos sera descendu assez bas pour atteindre la limite de Roche, cette frontière invisible autour de toute planète, en deçà de laquelle les forces de marée dépassent la cohésion de la roche. Phobos ne s'écrasera pas simplement sur Mars, il sera déchiqueté, fragmenté en milliers de morceaux, et ces morceaux se distribueront autour de Mars pour former un anneau planétaire. Dans quelques dizaines de millions d'années, Mars aura un anneau, exactement comme Saturne, pendant quelques millions d'années, avant que les débris ne retombent progressivement sur la surface de la planète rouge. Les rainures à la surface de Phobos, ces longues stries parallèles qui couvrent sa surface comme des cicatrices, sont déjà, selon les chercheurs de la NASA, des signes que la désintégration a commencé. Phobos est probablement un empilement de débris mal agglomérés, maintenu par sa propre faible gravité, et les forces de marée de Mars commencent à l'étirer. C'est un objet qui se fracture lentement, un monde en cours de démantèlement. Triton, la grande lune de Neptune, présente un cas encore différent, mais tout aussi révélateur. Triton orbite Neptune dans le sens inverse de la rotation planétaire, une orbite dite rétrograde, ce qui suggère qu'il a été capturé par Neptune bien après la formation du système solaire, comme un astéroïde géant pris dans la gravité de la planète. Comme pour Phobos, son orbite rétrograde signifie que les forces de marée le font descendre plutôt que monter. Triton aussi se rapproche de Neptune. Dans quelques milliards d'années, il connaîtra le même destin que Phobos, déchiqueté, fragmenté, transformé en anneau. Neptune, la planète la plus froide et la plus lointaine du système solaire, finira par avoir un anneau spectaculaire fabriqué à partir des restes de sa lune capturée. Ce que ces deux exemples, Phobos et Triton, nous révèlent, c'est que le sens de l'évolution d'un système planète-lune ne dépend pas d'une loi universelle, mais d'un détail, la vitesse relative entre la rotation de la planète et l'orbite du satellite. Si la planète tourne plus vite que son satellite orbite, le satellite monte. Si la planète tourne moins vite que son satellite orbite, le satellite descend. La Lune monte parce que la Terre tourne plus vite que la Lune n'orbite. Phobos descend parce qu'il orbite plus vite que Mars ne tourne. C'est la même physique, appliquée dans deux directions opposées, conduisant à deux destins radicalement différents. Comprendre cette mécanique nous amène naturellement à une question que beaucoup posent. Si nous savons que la Lune s'éloigne, et si nous comprenons les conséquences de cet éloignement, pourrions-nous théoriquement intervenir? Pourrions-nous arrêter ce recul, ou du moins le freiner? La réponse courte est, en théorie, oui. En pratique, la magnitude de la tâche dépasse de si loin tout ce que l'humanité a jamais accompli ou imaginé accomplir, que la question relève presque de la métaphysique plutôt que de l'ingénierie. Voici l'ordre de grandeur du problème. La Lune s'éloigne parce que la Terre lui transfère de l'énergie angulaire via les marées. Pour arrêter ce transfert, il faudrait ou bien éliminer les océans terrestres, les océans sont le principal vecteur de dissipation de cette énergie, ou bien modifier la rotation de la Terre d'une façon ou d'une autre pour qu'elle corresponde exactement à la révolution lunaire. Alternativement, on pourrait imaginer d'exercer une force directe sur la Lune pour la ramener vers une orbite plus basse. Les physiciens et les ingénieurs ont parfois discuté de concepts comme le tracteur gravitationnel, un vaisseau spatial massif stationné à proximité d'un astéroïde ou d'un autre objet, utilisant sa propre masse pour attirer cet objet très lentement dans une direction différente par la seule gravité, sans contact physique. Cette technique a été sérieusement envisagée pour dévier les astéroïdes potentiellement dangereux de leur trajectoire vers la Terre. Appliqué à la Lune, le principe serait le même. Un engin de masse suffisante, maintenu en orbite à une distance précise de la Lune, exercerait une attraction gravitationnelle continue et infime qui, sur des millions d'années, modifierait légèrement son orbite. Le problème est la masse nécessaire. La Lune pèse environ 73 millions de milliards de tonnes. Pour exercer une attraction gravitationnelle significative sur un objet aussi massif, le tracteur devrait avoir une masse qui dépasse de milliards de fois tout ce que l'humanité a jamais lancé dans l'espace. Et même si une telle structure existait, les forces de marée entre la Terre et la Lune, qui sont à l'origine du problème, continueraient à agir et à contrebalancer toute correction. C'est comme essayer de stopper une cascade à la main depuis en bas. La force qui pousse l'eau est structurelle, pas incidentelle. La conclusion des physiciens qui ont sérieusement examiné cette question est sans appel. Dans l'état actuel de nos capacités, et dans tout futur raisonnablement prévisible, nous n'avons aucune façon pratique de modifier de manière significative la trajectoire de la Lune. Et de toute façon, comme nous l'avons vu, la vraie contrainte n'est pas l'éloignement lunaire, c'est le Soleil qui va réécrire les conditions du système bien avant que la Lune n'ait eu le temps de s'éloigner suffisamment pour que les effets soient catastrophiques à l'échelle de la vie terrestre.
Ce que tout cela signifie concrètement, c'est que l'histoire de la Lune et de la Terre est une histoire que nous ne pouvons pas réécrire. Nous pouvons seulement l'observer, la comprendre, et peut-être en tirer une certaine philosophie sur notre place dans le cosmos. Et pourtant, que restera-t-il de cette histoire, même quand elle sera terminée ? Les géologues du futur, si de tels êtres existent jamais quelque part, pourraient un jour examiner les archives rocheuses de la Terre et y lire, couche après couche, la biographie gravitationnelle de la Lune. Les rythmites tidales dans les sédiments anciens, ces lits de sable et de vase déposés par des marées successives sur des millions d'années, contiennent un enregistrement du rythme lunaire aussi précis que celui d'un chronomètre géologique. Les sédiments du Protérozoïque australien, datant de plus de 2 milliards d'années, préservent les cycles de marée de leur époque avec une fidélité qui permet de reconstituer la position de la Lune à cette période. Chaque couche de roches sédimentaires déposée dans une zone côtière depuis 4 milliards d'années est, en un sens, un instantané de la Lune au moment de sa formation. Les squelettes fossiles des coraux et des bivalves, ces archives de la durée des jours que nous avons évoquées, sont une autre signature durable. Partout où ces fossiles seront conservés, ils porteront inscrit dans leur microstructure le rythme de la rotation terrestre de l'époque et, par extension, la distance à laquelle se trouvait alors la Lune. Des êtres capables de lire ces archives, dans 1 million d'années ou dans 1 milliard, pourraient reconstruire l'histoire orbitale du couple Terre-Lune aussi fidèlement que nous reconstruisons celle des dinosaures à partir de leurs empreintes. Mais au-delà des archives minérales, il y a quelque chose de plus difficile à quantifier. La Lune a modelé la vie. Elle est inscrite dans les génomes des coraux, des vers marins, des poissons des récifs, peut-être dans nos propres rythmes biologiques. Ce cycle menstruel humain d'environ 29 jours, dont la longueur correspond si étrangement à celle du mois lunaire. Une coïncidence que les biologistes étudient encore, sans consensus définitif. Si jamais un génome terrestre est préservé dans des archives de pierre ou de glace pendant des milliards d'années, une idée qui n'est pas impossible, et si jamais des êtres capables de le déchiffrer l'examinent, ils trouveront peut-être, enfouis dans les gènes de créatures longtemps disparues, la trace d'une Lune qui battait le temps de la vie. La Lune a également modelé notre intelligence. Les premiers calendriers humains étaient des calendriers lunaires. Les premiers astronomes, les premiers mathématiciens, les premiers géomètres ont compté les phases de la Lune et ont développé des outils intellectuels pour les prédire. La pensée abstraite, la capacité à projeter le temps dans le futur, la notion même d'une loi naturelle répétable et prévisible, tout cela s'est développé en partie autour de l'observation de ce disque dans le ciel qui changeait de façon prévisible, à une cadence que n'importe quel être observateur pouvait mémoriser et anticiper. La Lune a été notre premier objet d'étude scientifique. Elle a été le berceau de notre compréhension du cosmos. En tenant compte de tout ce chemin parcouru, de la collision originelle jusqu'à l'éloignement silencieux de ce soir, une évidence s'impose. La Lune n'est pas un accessoire de la Terre. Elle en est une composante organique, aussi fondamentale que les océans ou l'atmosphère. Elle est née d'une catastrophe, elle a façonné la vie, elle a stabilisé le climat, elle a rythmé notre biologie, et maintenant, elle s'éloigne, lentement, inexorablement, à la vitesse de vos ongles. Pendant les milliards d'années qu'il reste, sa présence décroissante continuera de modeler notre planète. Et ce n'est pas une histoire triste, c'est une histoire extraordinaire, la plus longue histoire d'amour gravitationnel que nous connaissions, inscrite dans la roche, dans les océans, dans l'ADN et dans le ciel de chaque nuit claire. La prochaine fois que vous verrez la Lune, que ce soit une tranche de croissant au crépuscule ou un disque plein et lumineux qui inonde la nuit, vous saurez qu'elle est un tout petit peu plus loin que lors de votre naissance, et que ce soir, elle s'éloigne encore. Si cette plongée dans l'histoire la plus longue du système solaire vous a captivé, appuyez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. C'est la façon la plus simple de nous aider à continuer à explorer ces questions qui nous dépassent et nous fascinent. Et si vous voulez directement soutenir le développement de la chaîne, un lien pour faire un don se trouve dans la description juste en dessous. Chaque contribution nous permet d'aller plus loin, plus en profondeur. Dites-moi dans les commentaires, de quelle ville écoutez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment ?